Du coup, dans cette séquence, on va parler de l'adaptation des métiers, parce que vous l'avez compris depuis ce matin, pour ceux d'entre vous qui nous suivent depuis ce matin et même hier d'ailleurs. L'adaptation, c'est aussi adapter des chaînes de valeur et des métiers à l'intérieur de ces chaînes de valeur. Donc là, on va avoir la chance d'avoir des illustrations d'acteurs qui, au quotidien, proposent des solutions pour s'adapter à tous les effets du réchauffement climatique à travers des métiers très particuliers sur l'ensemble de ces sujets. Donc on a le plaisir de commencer avec Vinci Énergie et Resalience, dont on a parlé tout à l'heure. Xavier Huillard a mentionné Resalience comme étant une de ces solutions qui permet de répondre à l'anticipation de ces impacts du réchauffement climatique sur le patrimoine. Et là, du coup, on va illustrer un cas d'usage avec Vinci Énergie. Donc je vous invite à me rejoindre sur scène, de prendre les petits micros qui sont là, et la petite zapette avec le petit bouton vert pour pouvoir passer vos illustrations. Et donc l'idée, c'est de pouvoir nous expliquer comment est-ce que vous avez réussi à collaborer ensemble pour traiter un sujet qui est l'anticipation des feux de forêt sur les infrastructures électriques. Exactement. Voilà, merci beaucoup de venir témoigner et d'expliquer comment, avec Resalience et Vinci Énergie, vous avez eu la capacité de traiter ce sujet et surtout, pourquoi c'est un sujet de sensibilité par rapport à une infrastructure. Donc tout d'abord, bonjour, je m'appelle Julien Bertolini et avec Nicolas Aziv, nous allons vous présenter une solution de prévention face au risque incendie. Alors cette photo, je l'ai prise dimanche soir sur ma terrasse en pensant à vous. Et figurez-vous qu'il y a 35 ans de cela, j'étais sur cette même terrasse, j'avais 8 ans. Et le ciel était tout rougeoyant, un feu s'était déclenché au sud de l'Ardèche. Et s'était approché dangereusement des habitations. Il y avait pas mal de cendres qui volaient un petit peu partout comme de la neige. Et au moment où on pensait avec tous les gens du village que le feu était circonscrit, un Fokker 27 s'est écrasé juste derrière la montagne, relançant bien entendu le feu et tuant les deux personnes à bord. Donc ça, c'était ma première expérience, enfin en tout cas la première fois que j'étais face à un incendie. Et en 2022, rebelote, c'est-à-dire qu'à peu près au même endroit, un autre feu qui se déclare et qui a été détecté aussi beaucoup trop tardivement et qui emporte 600 hectares de forêt avec lui. Au même moment, par contre, en 2022, donc Yvan, mon directeur, me présente Nicolas et de Resalience qui m'explique qu'il fait de la prospective environnementale ou climatologique, un truc un peu compliqué, mais je me dis il est PhD lui aussi, donc ça doit être bon. Et on commence à travailler ensemble, mais moi qui fais de l'ingénierie de ligne de haute tension, j'ai un petit peu de mal quand même à me dire comment est-ce qu'on va arriver à proposer quelque chose en termes de solution avec tout ça. Et puis en se mettant au travail, on rencontre également Paratronic qui installe des caméras de détection de feux de forêt pour les SDIS, pour les pompiers. Et là, ce qui me concerne, l'idée me revient, je me dis mais tiens, il y a quand même Bessèges-Salelles, c'est une ligne qui traverse Bordeaux-Zac et qui traverse tous les endroits là où on avait ces feux de forêt et celui qu'on vient d'avoir en 2022. Et si on avait eu ces caméras de détection sur les pylônes en hauteur et qu'on les avait détectés avant, mais très certainement que ce n'est pas 600 € d'hectares de montagne qui seraient partis en fumée avec toutes les conséquences que cela amène. Donc là, je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous expliquer du coup un peu à quoi ça aboutit en termes de résultats. Merci, merci Julien. Et donc effectivement, très rapidement, la question qui s'est posée quand on a voulu installer ces caméras sur cette infrastructure ou sur des infrastructures de ligne à haute tension, c'était où est-ce qu'on va positionner ces caméras? Parce que des pylônes, sur une infrastructure électrique, il peut y en avoir des centaines, en l'occurrence 250, et on ne va pas mettre 250 caméras. Et donc il a fallu en fait très rapidement optimiser le nombre de caméras qu'on allait mettre. Et pour ça, en fait, on a fait ce qu'on appelle une étude de vulnérabilité. On a regardé où est-ce que sur le territoire, le risque de feu allait avoir le plus de chances d'éclore, où est-ce qu'étaient les infrastructures critiques sur le territoire, et on a croisé ces deux informations pour voir où est-ce qu'il y avait le plus de risques finalement, et où est-ce qu'il y avait les plus d'enjeux, à la fois par rapport à l'éclosion des feux de forêt, et aussi aux éléments qui étaient intéressants à surveiller sur le territoire. Suite à ça, donc on a l'installation des caméras. L'installation des caméras, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. En fait, ça intègre un certain nombre de compétences. Il faut les raccorder à l'électricité, la communication, comment le pylône il va supporter ces caméras qui sont quand même assez imposantes. Puis, comment on va se connecter aux pompiers,
comment les pompiers vont pouvoir intervenir. Et finalement, l'innovation qu'on a sur notre solution, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une solution holistique, un peu clé en main, qui, sur une infrastructure finalement privée, ou en tout cas qui à la base n'a rien à voir avec les services des pompiers, car les pompiers aujourd'hui, quand ils veulent installer ces caméras, ils doivent construire des tours de guet from scratch. Là, on optimise tout ça en utilisant les points hauts qui sont présents sur les différentes infrastructures, entre autres certaines qui sont même gérées par Vinci. Si tu peux, ouais. Donc, notamment, donc, cette solution elle a été primée au trophée RTE, trophée des fournisseurs RTE en 2022, et on est maintenant également à l'Innovation Challenge de 2023. Aujourd'hui, ce trophée nous a permis en fait d'avoir différents POC sur lesquels on est en train de tester ces solutions-là, en particulier sur les infrastructures de Vinci Autoroute. Donc, par exemple, avec Viaveis dans le sud-ouest de la France, entre Saint-Georges-de-Marenne et Ondres, globalement, donc un peu au nord de Bayonne, où on est en train de regarder quels pylônes on va pouvoir équiper de ces caméras de surveillance des feux de forêt. On a aussi une expérimentation en cours sur l'ISEA à proximité de la sous-station de Clairac et sur une ligne à haute tension, donc toujours avec RTE, entre Tavel et Réaltor. Voilà, donc pour terminer, donc on est venu vous présenter cette solution et vous dire aussi que finalement il n'y a pas de fatalité, puisqu'avec un peu de bonne volonté et d'intelligence collective, et puis aussi grâce aux nouvelles technologies, nous avons des moyens en tout cas de relever les défis et de limiter les conséquences du réchauffement climatique. On vous remercie. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Du coup, c'est hyper intéressant de se dire qu'on va pouvoir capitaliser sur des infrastructures existantes et pas recréer des infrastructures ad hoc pour pouvoir faire cette surveillance. Ça a été développé sur le réseau Vinci Énergie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez proposer à vos propres clients ? Alors initialement, la première idée, effectivement, était de le proposer d'ailleurs à RTE, quand c'est le premier projet EDF RTE, parce que le réseau qui est le plus dense, qui est le plus maillé, et là où on a le plus de points hauts qui passent dans la végétation, avant que ce soit les antennes 5G ou d'autres réseaux d'infrastructures, c'est vraiment le réseau électrique, avec des hauteurs de pylônes qui peuvent dépasser des fois les 80 et 100 mètres. Et donc voilà, cette offre-là, initialement, on l'avait développée sur ce sujet-là, et on s'aperçoit, si vous voulez, au fur et à mesure qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment chez Vinci Énergie, qui sont intéressés pour toute la partie autoroutière, parce que effectivement les incendies, c'est pas juste un problème pour les lignes électriques, mais aussi pour le domaine ferroviaire autoroutier. Tout l'enjeu, c'est vraiment la protection des infrastructures au sens large. Des infrastructures et bien sûr de l'environnement aussi. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, je rajouterais qu'effectivement, ce n'est pas seulement sur les infrastructures elles-mêmes qu'on va protéger, mais c'est vraiment sur le territoire. Donc bien sûr, le territoire comprend l'infrastructure où vont être hébergées ces caméras, mais c'est aussi sur tous les alentours. Ouais. C'est aussi une façon de démontrer que ces infrastructures en place peuvent apporter des bénéfices à l'environnement dans lequel elles se situent, quoi. Oui. Ça a même été une des raisons aussi du développement du projet, c'est-à-dire que certains de nos clients et clients potentiels comme RTE cherchaient à améliorer l'acceptabilité de leur projet. Et c'est aussi une des manières de montrer que finalement ces infrastructures qui sont à la base plutôt des actifs qui vont augmenter la vulnérabilité du territoire, en fait c'était de renverser le problème et de dire que grâce à l'installation de ces caméras, on allait pouvoir surveiller le territoire et à l'inverse le rendre plus adapté, plus résilient. C'est intéressant parce qu'effectivement le président d'RTE juste avant nous expliquait que pour s'adapter au réchauffement climatique, il allait falloir augmenter la hauteur des poteaux parce que la dilatation des câbles faisait qu'ils touchaient le sol. Donc du coup, ces poteaux vont pouvoir surveiller peut-être encore plus loin. Exactement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Perroux, fondateur de Abîme. Alors Pierre-Emmanuel a la chance d'être accéléré dans le programme CID de Léonard, mais aussi dans The Box, qui est un petit peu l'équivalent pour la CMA-CGM. Et Pierre-Emmanuel va nous expliquer du coup dans quelle mesure il permet à ses clients, plutôt sur des infrastructures portuaires, de s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner l'opportunité de présenter notre société. Aujourd'hui, les ports sont essentiels dans le commerce maritime mondial. Il faut garder à l'esprit que tout ce que vous portez sur vous est passé un minimum d'une dizaine de fois par un port. Parmi les chiffres que je vous présente ici, il y en a deux qu'il faut garder à l'esprit. La première, c'est que le coût de construction d'un kilomètre de quai, c'est 200 millions du kilomètre. Et ça représente l'équivalent de 61 tonnes CO2 par mètre construit.
D'où l'importance en fait de maintenir les ports existants en état de fonctionnement. Et on sait aujourd'hui que face au changement climatique, le coût de l'inaction sera de 100 milliards de dollars par an dans les années à venir jusqu'à 2050. On a eu ces jours-ci, là, même les semaines passées, des exemples. On a eu un gros accident sur le port des Yaps, un arrêt forcé par 24 heures, c'est 10 millions de dollars. Et les surcoûts des primes d'assurance annuelles, c'est 40 millions de dollars. Mais là, je ne mets pas dans la balance l'accident qu'il y a eu sur le port de Baltimore, puisqu'on est déjà à 4 milliards de coûts suite à l'arrêt du port. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à des conséquences assez que l'on n'arrive pas à anticiper. Et M. Huillard l'a très bien dit tout à l'heure en prenant l'exemple de l'aéroport d'Osaka, c'est qu'on a à la fois un gigantisme au niveau des navires, on a des hauteurs d'eau qui sont de plus en plus importantes sur les ports, et on n'arrive pas à contrôler les navires, et on a des chocs de plus en plus fréquents. Ce que vous voyez là, c'était il y a déjà plusieurs années. Cette année, des accidents, comme vous le voyez sur la vidéo de gauche, il y en a déjà eu 3. Et puis des submersions, alors là en l'occurrence on a un port de plaisance, là on en a régulièrement maintenant, et aujourd'hui on ne sait pas comment affronter ces problèmes-là. Donc face aux événements climatiques, la solution, ça va être dans un premier temps de recenser, de cartographier les différentes infrastructures, que ce soit des marinas, que ce soit des ports de plaisance, confronter ça à l'âge des ports, puisque dans le conscient collectif, un port c'était fait pour durer 100 ans, sauf qu'aujourd'hui les ports ont 150 ans, voire plus. Mais on continue à réaliser du chiffre d'affaires avec ces infrastructures-là partout sur la planète. Il va falloir analyser l'impact de ces évolutions, à la fois sur l'infrastructure portuaire, mais aussi sur les fonctionnalités du port. Est-ce que c'est un port de plaisance? Est-ce que c'est un port de commerce? Combien est-ce qu'on génère de chiffre d'affaires avec ce port? Et est-ce qu'on va pouvoir continuer à l'exploiter dans les 10 ans ou 50 ans plus tard? Et puis en fonction de ça, en fonction de différents métriques que l'on va ressortir, il va falloir prendre des décisions de résilience. Est-ce qu'on détruit le port? Est-ce qu'on surélève l'infrastructure? Mais est-ce que cette infrastructure est suffisamment solide pour accepter la surcharge due à la surélévation? Ou est-ce qu'on décide d'abandonner le site, de déconstruire le site et d'aller construire un port ailleurs, sur une zone qui ne sera pas touchée par la surélévation de la montée de niveau des eaux? Les enjeux sont pour les exploitants portuaires et puis pour les autorités portuaires, c'est-à-dire les États, c'est de capter le marché à l'horizon 2035-2050. Celui qui aura anticipé continuera de capter les 680 millions d'équivalents 20 pieds. Alors un équivalent 20 pieds, c'est les grosses boîtes que vous voyez sur les porte-containers. Ça représente 86% du volume mondial, 146 ports. Celui qui aura surélevé ces ports captera le marché mondial. C'est très simple. C'est soit vous avez un port en fonction et vous captez des navires, soit votre port il est submergé et votre port vous pouvez l'abandonner. C'est la même chose pour les ports de plaisance. Si on prend le marché des États-Unis, il y a eu un gros accord l'année dernière entre deux compagnies pour 100 marinas, 2 milliards. Et on se rend compte que sur ces 100 marinas, il y en a 42% qui ont été impactés par des submersions. Alors après, on pourra rencontrer tous les effets du changement climatique, tsunami, tempête hivernale, tempête tropicale, ouragan. Il n'empêche qu'il va falloir également s'occuper de toutes ces infrastructures. Donc chez Abim, notre ambition elle est très simple, elle est de connecter l'environnement physique du port à son environnement numérique. Donc on va créer un jumeau numérique de l'infrastructure dans lequel on va intégrer 100% des désordres que l'on rencontre sur le génie civil. On va faire un focus sur les parties immergées. Parce que je ne connais aucun directeur de port qui a plongé dans son port. Personne ne sait comment est-ce que ça se passe dessous. Et le pire, c'est pas ça, c'est que tous ces gens-là, ils ont des acteurs autour d'eux. Ils ont des anciens, sans leur manquer de respect, qui connaissent, qui ont l'historique de ce qui s'est fait sur le port. Mais ces gens-là vont partir à la retraite. Eux savent encore où sont les dossiers papier, sur quelle étagère, sur ce qui a été fait ces 20 ou 30 dernières années. Par contre, le jeune ingénieur aujourd'hui qui arrive et qui a de la 3D collée au bout des doigts, lui, il ne sait pas où se trouve l'étagère avec le dossier. Avec le dossier papier en question. Donc notre job chez Abim, c'est de créer un jumeau numérique de ces infrastructures qui va collecter l'ensemble des informations historiques du port et puis de faire entrer le port dans la maintenance prédictive.
Et cet outil-là, on va être capable de le faire vivre sur les 50 années à venir. Chacun saura, de la même manière que l'on vient jouer avec la réglette sur Google Earth, savoir ce qui s'est fait à partir de 2018 sur le port. Qu'est-ce qui a été fait auparavant, puisqu'on aura intégré les données historiques du client, et qu'est-ce qui a été fait sur les 50 dernières années. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc j'en profite pour rappeler au public que vous pouvez à la fois rencontrer les fondateurs à la fin des différents pitchs et en même temps évidemment poser des questions. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si certains veulent poser des questions à la fin de chaque présentation. Mais de toute façon, il y a ce temps-là à l'issue des 5 présentations. Donc s'il y a une question maintenant, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve juste après tous ensemble. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Je te remercie. Maintenant, on va avoir le plaisir d'accueillir Fanny, qu'on a vu tout à l'heure avec EDF et juste à la suite d'RTE. Pourquoi ça nous semblait pertinent? Parce que, évidemment, quand on parle d'adaptabilité et d'adaptation au réchauffement climatique, il y a cette question de volatilité et de flexibilité des réseaux électriques et particulièrement de la consommation. Donc Fanny, cofondatrice d'Aurus Énergie, va nous expliquer comment il contribue à répondre à cette flexibilisation des réseaux. Merci Kevin. Donc on va parler d'adaptation à la fois des bâtiments vers la transition énergétique, mais aussi d'adaptation des métiers en eux-mêmes, notamment des métiers de facility management, qui sont les gens qu'on adresse et qu'on équipe avec notre outil. Donc on en a parlé un peu plus tôt, on a parlé de flexibilité électrique. Aujourd'hui, il y a un besoin structurel croissant de flexibilité électrique. Pourquoi? Parce qu'on a une électrification des usages qui est de plus en plus forte, ce qui vient mettre de la pression niveau consommation sur le réseau, notamment avec des pompes à chaleur, des véhicules électriques, de chauffage électrique de façon générale. Et de l'autre côté, niveau production, on a une production qui est non pilotable, intermittente, qui vient de façon croissante s'ajouter, notamment avec les énergies renouvelables. Et tout ça crée une pression. Il faut intégrer de plus en plus de flexibilité électrique. Donc ça peut être fait au niveau de la production. Au niveau de la production, ça veut dire souvent, en heure de pointe, allumer des centrales à gaz, centrales à charbon, fuel. Sinon, un autre levier, c'est d'aller jouer sur la consommation et donc d'aller décaler des usages. Et il y a plein d'usages flexibles, notamment dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est un candidat idéal à ça. Grâce à son inertie thermique, on peut se servir du bâtiment comme une batterie thermique, en fait. Et c'est ce qu'on vient faire avec Aurus Énergie. Donc nous, on a développé un logiciel qui permet aux gestionnaires de bâtiments, donc soit aux propriétaires, soit aux facility managers qui gèrent déjà l'énergie dans les bâtiments, de venir opérer des décalages de consommation au meilleur moment, sans impact sur le confort, parce que c'est ce qui compte le plus pour eux dans les bâtiments tertiaires. On parle de bureaux, on parle de centres commerciaux, donc il ne faut surtout pas impacter le confort. Et donc c'est ce qu'on vient faire, on vient se connecter à des systèmes de pilotage. C'est ce qui rend aujourd'hui techniquement faisable ce qu'on fait. Les systèmes de pilotage qui s'appellent GTB, Gestion Technique de Bâtiment, qui viennent gérer le chauffage, la climatisation, la ventilation. Et on vient opérer les meilleurs décalages de conso. Donc ça se repose sur deux briques technologiques de pointe. D'abord les algorithmes qui sont des algorithmes d'inertie thermique qui sont basés sur plein de différentes variables, mais notamment des variables météo, des variables taux d'occupation. On vient apprendre le comportement thermique du bâtiment. Donc il y a ça, et il y a aussi toute la partie d'être capable de venir se connecter à ces systèmes-là qui sont très hétérogènes selon les bâtiments. Dans ce bâtiment-là, on a peut-être du Schneider Electric, dans celui d'à côté du Siemens, donc il faut être capable de gérer des systèmes hétérogènes, et c'est ce qu'on développe avec notre plateforme. Donc avec ces deux briques techno, on est capable de venir décaler la consommation sans que ça se ressente. Et ensuite, on est capable de venir faire le lien avec le réseau électrique et de reverser des rémunérations aux bâtiments qui viennent faire cet effort de consommer à des meilleurs moments. Donc c'est notamment pour les facility managers un vrai outil qui leur permet de venir s'adapter à ce dont ils ont vraiment besoin pour l'avenir dans les bâtiments, c'est-à-dire mieux gérer leur énergie.
Voilà, donc petit exemple ici sur la courbe, vous pouvez voir un décalage de consommation assez simple sur du chauffage, mais on peut aussi faire ça sur des bornes de recharge de véhicules par exemple. Venir éteindre certaines bornes qui ne sont pas utilisées à certains moments, donc là c'est plus l'organisationnel. Voilà, donc aujourd'hui on travaille principalement avec des entreprises de facility management ou des boîtes qui l'internalisent comme Ikea par exemple, et pour leur permettre de venir s'adapter sur leur bâtiment pour la transition énergétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Je voulais juste savoir si c'était un outil d'aide à la décision ou un outil de pilotage également. Non, c'est vraiment un outil de pilotage. Nous, on est convaincus que la valeur, elle est dans l'outil technique, elle est vraiment jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui proposent l'optimisation énergétique et qui, en fait, font de la remontée de données, ils font de la reco et derrière, il ne se passe rien. Pour aller vraiment opérer une vraie adaptation, et on est convaincus qu'il faut aller jusqu'à la maille de l'équipement. Donc c'est ce qu'on fait. D'abord, on fait la prédiction. Et ensuite, on vient vraiment faire du contrôle commande, donc via les GTB. Donc on vient vraiment faire le pilotage. Merci beaucoup Fanny, n'hésitez pas à venir la retrouver à la fin des pitchs. Du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry pour vous donner un autre angle d'un autre métier que vous connaissez probablement, qui est l'investissement dans les entreprises innovantes, et particulièrement les startups, mais pas que. Quand on a discuté avec Thierry de son métier et puis de ce dont on voulait parler aujourd'hui, c'est un petit peu cette conviction qu'on a chez Léonard de dire que, en gros, le digital seul va pas pouvoir répondre aux enjeux du siècle qui sont devant nous. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il va falloir aussi investir dans d'autres innovations qui sont des innovations industrielles, des innovations deep tech, des innovations hardware. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à aider ces fondateurs d'entreprises innovantes à grandir, à croître, à trouver leur marché. Et pour ça, il faut du financement à un moment donné. Il faut les aider dans ce go-to-market et donc permettre à ces meilleures innovations de trouver leur marché. Et donc c'est à ce titre qu'on voulait que tu puisses partager à la fois ta vision à titre personnel et la vision des entrepreneurs que tu accompagnes dans ce chemin de comment est-ce qu'on arrive à créer de l'adaptation par des bons modèles. Merci. En effet, je pense que la thèse du fond et ce qu'on veut faire dans le fond est très adapté à tout ce que je lis ici. Alors, déjà, juste un petit peu de pédagogie, parce que c'était un peu la demande, c'est d'expliquer c'est quoi vraiment un fonds d'investissement, un fonds de venture, un peu démystifier comment ça fonctionne. Donc Win Capital, en l'occurrence, c'est un fonds de 100 millions. Avec 100 millions, l'idée, c'est que c'est un fonds dure une dizaine d'années. Donc on va investir dans 20 à 30 sociétés dans lesquelles on va mettre 2 à 3 millions. Puis on garde un peu d'argent pour remettre ensuite quand certaines ont besoin. Donc voilà, 20 à 30 sociétés, 2, 3 millions chacune, dans lesquelles on investit sur le temps long, puisque j'ai dit un fonds d'investissement en venture, et c'est notre cas aussi, c'est traditionnellement une dizaine d'années. Et on investit pendant 4-5 ans, et puis on essaye de rendre l'argent de nos investisseurs sous une dizaine d'années. Ça veut dire qu'on reste dans les sociétés entre 5 et 10 ans. Donc on est quand même sur du relativement long terme, le temps que la boîte se développe. Donc un fonds, finalement, c'est des gens qui ont de l'argent à mettre. En l'occurrence, chez Wind, on a 3 typologies d'investisseurs qui ont mis leur argent chez nous, qui nous ont confié l'argent. C'est d'abord des financements publics, via notamment BPI, c'est à peu près un tiers. Un deuxième tiers qui est de l'argent bancaire ou des assureurs. Donc en l'occurrence, nous, c'est la BNP et Maïf. Et puis, un troisième tiers qui est de l'argent privé. Donc nous, en l'occurrence, c'est à peu près 150 entrepreneurs individuels qui ont mis quelques centaines de milliers d'euros chacun, et tout ça fait à peu près une trentaine de millions. Et donc, all in all, ça fait 100 millions. Donc il y a des gens qui confient l'argent comme ça. Ils nous l'ont confié pour 10 ans. Donc on le prend à une année 1, et puis on leur dit, dans 10 ans, on vous rendra idéalement 2 à 3 fois votre mise. C'est un peu ce qu'on leur promet, en tout cas, avec énormément de risques. Risques, ils peuvent tout perdre. Mais l'objectif, c'est de faire à peu près x3. On peut aussi faire beaucoup plus. Tout est possible dans ce métier. Et puis
Ils nous l'ont confié à nous, équipe de gestion. Alors une équipe de gestion, c'est une toute petite équipe. Nous, on est 5 en l'occurrence. Mais un fonds de venture, c'est rarement beaucoup plus que ça. Et donc ces 5 personnes, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que je fais là. C'est-à-dire on va essayer d'aller voir des entrepreneurs, des gens qui ont des idées. Donc on passe notre temps dans les universités, dans les labos de recherche. Et puis on va essayer de voir des gens qui ont des idées. Et une idée, en effet, comme tu venais de le dire, il faut quand même la financer. C'est-à-dire, avant d'aller voir Vinci en disant, bah tiens, mon projet, là, il marche et vous pouvez déjà faire votre tour à la Défense avec mon béton, bah, souvent, il va se passer quand même quelques années de tests, de voir si ça marche vraiment, éventuellement de financer l'usine pour le produire, etc. Et c'est là qu'on intervient. Nous, on intervient, en plus, on fait du fonds early stage, donc on intervient vraiment avec des gens qui ont une idée. Puis on va les financer un petit peu, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, leur redonner un peu plus s'il y a besoin, jusqu'à ce qu'ils atteignent un produit, idéalement, qui vraiment trouve son marché à des clients classiques, etc. Et nous, notre objectif ultime est ensuite de revendre la société, comme je l'ai dit, sous une dizaine d'années. Voilà à peu près comment marche un fonds. Donc, si vous avez des idées, si vous connaissez des gens qui ont des idées sur l'adaptation au réchauffement climatique, c'est exactement notre thèse. Sur la thèse des fonds spécifiquement, c'est vrai que le venture classiquement travaille par grands cycles d'innovation. On va dire dans les années 80, quasiment tous les fonds de venture dans le monde ont fait pendant 20 ans du semi-conducteur. C'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qui a donné toute l'électronique aujourd'hui. Là, on sort d'une vingtaine d'années de révolution numérique et donc pendant une vingtaine d'années, et moi ça fait longtemps que je fais ce métier, donc c'est ce que j'ai fait aussi, pendant une vingtaine d'années, on a financé du logiciel SaaS, on a financé des marketplaces, d'économie circulaire notamment, on a financé des marques nouvelles, e-commerce, voilà. C'est ce qu'il fallait faire pendant ces 20 ans, parce qu'il y a eu vraiment cette révolution numérique. Aujourd'hui, on est un peu en fin de cycle de ça. Alors, je ne dis pas que la révolution numérique, elle est terminée. En venture, on a souvent 10 ans d'avance sur tout le monde. Hein. Donc, mais en venture, on est un peu en bout de cycle de ces innovations. En gros, Airbnb, ça a déjà été fait, quoi. Et on rentre dans un nouveau cycle d'innovation qui est plutôt la transition écologique au sens large, qui va être plus technologique, qui va être software, évidemment, et tout ce qui est IA, mais aussi hardware, parce qu'à un moment, il faut produire des choses. Donc, il y a de l'industrialisation. Et qui va adresser tous les sujets de mobilité, de bâtiment, d'énergie. Donc nous, on s'inscrit dans cette thèse. Alors dans cette thèse de la grande révolution écologique, il y a des fonds qui sont spécialisés sur l'énergie, il y en a sur la mobilité. Nous, notre thèse, c'est l'adaptation au réchauffement climatique. Donc on va chercher toutes les innovations dont on pense qu'elles vont, entre guillemets, profiter. Alors, c'est un peu positif comme mot par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément positif, mais on se dit, le réchauffement va arriver, quoi qu'il arrive, ça va de toute façon arriver. Cherchons toutes les technologies qui vont nous permettre de nous adapter. Et en ça, on fait notre métier de fonds, c'est-à-dire d'une part, on est un fonds impact, donc on va essayer d'avoir le maximum d'impact sur nos vies, et donc si on peut faire en sorte que nous, au sens large, l'humanité s'adapte au réchauffement climatique avec des petits bouts de solutions, on aura fait notre job. Et par ailleurs, notre job, il est aussi de rendre l'argent à nos investisseurs. Et donc, si on part du principe qu'on cherche des solutions à un problème dont on est sûr qu'il va arriver, normalement, on cumule le fait d'avoir de l'impact et d'avoir une performance financière. Voilà ce qu'est un fonds, voilà ce qu'est Wind Capital. Si je peux donner quelques exemples de ce qu'on a financé très récemment. Voilà, on a financé une boîte qui s'appelle Kaeli. Donc, Kaeli, c'est des ingénieurs de l'université de Grenoble qui ont trouvé, enfin, il y a eu beaucoup de R&D derrière, ça fait quelques années qu'il y avait de la R&D au sein de l'université, mais pour identifier des climatiseurs qui ne consomment pas d'électricité, enfin très peu d'électricité, autour de 100 watts, donc c'est à peu près 20 fois moins qu'un climatiseur classique, et qui ne rejette pas d'air chaud dehors. Donc évidemment, énorme besoin, parce que même si on va essayer de ne pas tout climatiser, et ça va être le job en effet dans le bâtiment, de faire en sorte qu'on climatise moins, il y aura de toute façon besoin de clim dans des maisons de retraite, dans des écoles, etc. Donc si on peut avoir des clims qui consomment très peu et qui ne rejettent pas d'air chaud dehors, c'est super. Typiquement, eux, aujourd'hui, enfin, quand on a investi il y a 1 an, c'était vraiment un PowerPoint, et puis un peu de brevet quand même, il y avait du jus de cerveau.
Là, ils sont en train de monter une usine pour livrer les premières centrales. Ça, c'est tout un aspect. Le deuxième aspect, c'est les certifications, parce qu'aujourd'hui, leur truc, il marche bien. Il y a des particuliers qui peuvent l'acheter, il y a des collectivités qui peuvent l'acheter, mais des promoteurs ne peuvent pas encore l'acheter parce qu'ils n'ont pas les certifications qu'ils sont éligibles aux garanties décennales et autres. Donc ça, on les accompagne pour ça, pour qu'ils puissent y arriver et ensuite aller voir des gens comme Vinci avec un produit prêt à l'emploi. Ça, c'est la première boîte qu'on a financée. Là, on vient de financer, alors ça, c'est beaucoup plus récent, des ingénieurs en intelligence artificielle qui sont venus nous voir en disant depuis des décennies, on pense qu'on peut innover dans les nouveaux matériaux, la chimie verte. Mais en vrai, c'est très artisanal, finalement, découvrir des nouveaux matériaux ou des nouvelles molécules en chimie. Aujourd'hui, c'est des gens dans un labo, puis ils testent des trucs, et puis une fois de temps en temps, ils trouvent quelque chose. Là, tout le pari, c'est de dire qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir identifier des modèles qui, à grande échelle, vont pouvoir trouver des nouveaux matériaux ou des nouvelles molécules pour des matériaux qui pourraient, des nouveaux aimants, des panneaux photovoltaïques en vitre, etc. Enfin bref, tout un tas de molécules qui peuvent être beaucoup plus performantes. Voilà, donc ça, on vient de les financer. Ça coûte assez cher parce que les modèles en intelligence artificielle, pour les faire tourner, il faut beaucoup de puissance de calcul. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous. Un deuxième, et puis dernier exemple, une boîte qui s'appelle Néolith, qu'on a financée il y a 2 ans maintenant, et qui marche très bien. Eux, ils partent du principe qu'ils transforment tous les déchets en granulats pour béton. Donc, sans chauffer et sans consommer d'énergie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ils broient, alors ça consomme un peu d'énergie pour broyer, mais enfin, c'est pas grand-chose. Ils broient, ensuite, ils ont un liant, et ils transforment de façon assez simple avec des petites unités. En fait, c'est pas des grosses usines en granulats pour béton, des déchets que sinon globalement on enfouirait. Donc ils se font payer d'une part par Veolia ou Suez, qui est ravi de se dire qu'enfin ils ont un débouché pour les déchets ultimes dont ils ne savent pas quoi faire parce que les décharges, alors soit il y a les incinérateurs, 50%, 50 autres % sont enfouis en France, et ça l'enfouissement aujourd'hui c'est un peu dur de trouver des décharges, des gens qui sont ravis d'avoir une décharge à côté de chez eux, donc eux ils sont ravis de payer Néolith pour se débarrasser des déchets. Néolith font leur processus et ensuite ils le revendent comme du granulat pour béton. Donc ça, énorme marché. En plus, c'est du granulat carbone négatif. En l'occurrence, il n'est même pas bas carbone, il est carbone négatif. Donc voilà, ils peuvent le vendre un peu plus cher. Et puis ils ont une troisième source de revenus qui sont des crédits carbone. Voilà. Et donc là, typiquement, Néolith, on les a accompagnés au début quand c'était un peu l'idée. La boîte a fait une première petite installation industrielle de démonstration avec notre argent, et puis celui d'autres investisseurs, qui a plutôt été très, très performant. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer sur une autre typologie de fonds. Moi, là, je vous parlais des fonds de venture, donc très en avance, très R&D. Et là, ils sont en train de faire financer 4 grosses usines, pour le coup, avec des fonds d'infrastructure. En gros, ils vont se mettre en bout de chaîne des usines de tri de déchets, et puis pour récupérer tous les déchets ultimes, et puis ensuite vendre leurs granulats. Voilà ce qu'on finance, voilà ce qu'on fait. Si vous avez des questions, je peux répondre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Peut-être pour mettre les premiers chiffres que tu as donnés en perspective. En gros, sur les 2 dernières années, 2022-2023 compris, dans le monde, il y a 36 fonds de venture qui se sont créés sur nos secteurs, ce qu'on va appeler le built world, le monde bâti. Ça représente à peu près 6 milliards d'euros. Donc en gros, ce qu'on se dit, c'est que les meilleurs projets vont être financés. Ma question pour toi, c'est de dire que du coup, il y a beaucoup de fonds, il y a beaucoup d'investisseurs, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça est plutôt dynamique. Quand tu deviens investisseur, un petit écho, quand tu deviens investisseur dans une boîte, qu'est-ce que tu fais pour les aider, au-delà du financement, parce que les euros c'est très bien, mais derrière, en tant qu'investisseur dans une entreprise, comment tu peux les aider, comment tu les aides à trouver leur marché ou à accélérer ou voilà. Quel est ton rôle au sein de ce qu'on va appeler le board de cette startup? Oui, alors un fonds, après chaque fonds a sa façon d'aider les boîtes, et c'est un peu la différence d'un fonds à l'autre, justement. C'est un peu le marketing d'un fonds, parce que sinon, on n'a que de l'argent. L'autre fonds d'à côté, il a le même argent. Donc, chaque fonds se différencie. Mais je dirais que, grosso modo, et c'est notre cas, il y a 2 grandes choses qu'on fait pour aider les entrepreneurs. Le premier,
c'est qu'on les aide à grandir. Voilà, que ce soit les 3 boîtes que j'ai citées, que ce soit Néolith, c'est des gars qui sortent de l'école, alors pas la 3e, mais deux premières, en tout cas qui n'avaient jamais eu de fonction de management, jamais géré une entreprise, qui sont des chercheurs, qui ont eu des bonnes idées, mais entre avoir une bonne idée et monter une boîte avec un PNL, avec des clients, etc., il va falloir grandir, il va falloir peut-être avoir une mauvaise passe et licencier, il va falloir... Bref, ça, c'est des choses qu'on a déjà vécues. Moi, j'ai eu un passé d'entrepreneur, j'ai eu plusieurs boîtes que j'ai revendues. Donc, on va les aider à faire grandir la boîte. Et ça, c'est hyper important. C'est souvent le problème en venture, c'est que on a une petite équipe qui a une bonne idée. De la bonne idée, il va falloir faire une boîte qui a 50, 100, 200, 500 employés. Et donc, les revenus qui vont en face... Voilà, typiquement, les boîtes dans lesquelles on investit, généralement, n'ont pas de direction financière. Au moment où on arrive, il n'y a pas de direction financière. On va déjà essayer de les aider à dire, bon, on va peut-être pas embaucher tout de suite un directeur financier, ça dépend de la taille de la boîte, mais peut-être part-time. En tout cas, il faut qu'on ait un reporting financier sur lequel on est à l'aise, et ça, on va les aider. On peut les aider en RH. Voilà. Donc, je dirais, première aide, les aider à devenir une vraie entreprise, passer d'une idée à une entreprise. La deuxième grande chose sur laquelle on aide les boîtes, c'est qu'un fonds, c'est un peu une marketplace, c'est une caisse de résonance. Nous, on est en contact avec beaucoup de gens. On est en contact avec beaucoup d'entreprises. D'abord, on en a certaines comme LP qui ont investi chez nous. On en a d'autres qui nous appellent parce que finalement, plutôt que d'aller voir chaque boîte, c'est plus facile d'aller voir un fonds où on se dit d'un coup, ils ont 30-40 boîtes. Donc, on est en contact avec beaucoup d'experts, on est en contact avec beaucoup d'entreprises. Et ça, on va s'en servir pour ouvrir des portes à nos boîtes, pour les mettre en relation avec les bonnes personnes, éventuellement pour trouver des clients, mais c'est pas forcément que ça. Les clients, évidemment, le truc le plus évident, mais c'est aussi trouver le bon partenaire, la bonne expertise, l'accès à un labo particulier. Donc on va les aider sur tout cet aspect réseau, en fait, network. Voilà. Ça nous parle particulièrement bien chez Léonard, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait pour les fondateurs et les entrepreneurs. Thierry, merci beaucoup. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à continuer la discussion avec Thierry à la suite. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Jean Bruno. Jean Bruno, c'est donc le fondateur de Art of Roof. Nous, on aime beaucoup. Pourquoi on aime beaucoup et pourquoi on voulait en parler aujourd'hui, c'est que, et d'ailleurs Christian Clot nous l'a rappelé ce midi, l'adaptation, c'est pas que des solutions techniques et technologiques, c'est aussi des questions émotionnelles, c'est des questions de désirabilité. Ces solutions-là qu'on va mettre en œuvre demain, comment est-ce qu'on va permettre d'embarquer plus globalement, plus largement les parties prenantes, pour le dire comme ça, des sujets qu'on va mettre en œuvre. Donc je vais laisser Jean-Bruno présenter ce qu'il développe avec ses associés et ensuite en parler avec vous. Bonjour. Savez-vous comment que l'art peut réduire en fait le bilan énergétique d'un bâtiment? Je vais essayer de vous expliquer comment. C'est un peu voilà. Donc à savoir que sur un toit, la température peut monter jusqu'à 80 degrés. Vous devez connaître cette technologie. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est une galerie d'art à ciel ouvert qui rafraîchit la planète. Donc en gros, on peint en blanc les toits et ensuite on aime y déposer une œuvre d'art. Donc là, vous avez sous les yeux un bâtiment de la société Mesea qui nous a fait l'honneur en fait de nous confier 6 pilotes sur la ligne TGV Paris-Bordeaux, sur lesquels en fait notre mission c'est de rafraîchir le bâtiment qui est déjà un peu rafraîchi avec des puits canadiens, qui est une technologie de rafraîchissement de l'air. Et donc nous, on va aider à compléter cette technologie passive avec notre Cool Roof. Qui plus est, donc voilà, après une fois qu'on a fini, on a un joli toit blanc. Et quand on a fondé la société, en fait, on s'est posé une question, on s'est dit, mais comment on pourrait faire pour que tout ça soit réalisable, puisque en fait, cette technologie permet vraiment de faire des économies énormes. Par exemple, sur un bâtiment commercial, vous avez des réductions de climatisation de 20 à 60%, c'est juste c'est stupéfiant. Sur des industries chaudes qui sont, nous on a des industries chaudes par exemple qui n'ont pas de clim mais qui sont déjà à 30 degrés au mois de janvier là en ce moment en Savoie, donc on n'est pas non plus dans les pays chauds.
Donc voilà. Donc l'idée, nous, on s'est dit comment on va faire pour pouvoir promouvoir cette technologie, parce qu'elle est connue depuis des millénaires, mais aujourd'hui, on pourrait vraiment la généraliser partout, en tout cas où il y a des toits plats, où il y a beaucoup d'énergie dessous. Et on s'est dit, pourquoi ça ne serait pas notre toile, en fait, parce qu'on est artiste, et on s'est dit, on va en faire notre toile. Donc après, ça vous donne, sur un bâtiment comme ça, on pourrait imaginer, donc ça c'est le bâtiment technique qu'on vient de réaliser, et on pourrait imaginer des œuvres qui viennent compléter, qui permettent de communiquer, qui permettent également alors des choses plus étonnantes, mais on pourrait aussi envisager de faire de la réduction fiscale, enfin en tout cas de l'optimisation, dans le sens où en fait une œuvre d'art, et c'est considéré par une œuvre d'art par l'administration fiscale, ça permet d'optimiser et donc d'englober en fait cette technologie dans un ensemble et on peut en plus en parler, c'est-à-dire vraiment ça sert à la... Je ne me rappelle plus de ce nom, à la RSE peut-être, c'est ça. Voilà, alors ça c'est l'artiste précédente, c'est une artiste qui a travaillé pour Hermès, donc qui fait partie de notre environnement, qui a dit banco. Donc nous, pour l'instant, on n'a encore pas eu la chance de réaliser, enfin la première devrait arriver bientôt, mais ça c'est des projets, vous voyez, ça c'est pour par exemple un concessionnaire auto, donc on s'est dit pourquoi on ferait pas un petit circuit dessus, on pourra mettre des petites voitures électriques, voilà, on pourra s'amuser. Voilà à quoi ça peut ressembler, et en fait tout ça c'est pour emmener les gens. Après il y a, donc pour finir là-dessus, parce que c'est vraiment une technologie qu'on a vraiment nous on est tombé amoureux de ça pour remplacer la banquise, et voilà, on n'a pas trouvé mieux. Et il y a donc 2 citations que j'aimerais vous lire. Celle-là, je sors le papier. Donc une d'Arthur H. Rosenfeld, qui est le parrain de l'efficacité énergétique. Et lui dit avoir des toits blancs sur tous les bâtiments et toits plats et des trottoirs clairs équivaudrait à supprimer toutes les voitures du monde pendant 18 ans. Voilà, ça donne une notion d'ampleur. Et Stephen Chu, qui est prix Nobel en fait de physique, qui était le ministre de l'énergie de Barack Obama, lui dit: le cool roof est l'option la plus rapide, la plus simple, la plus économique et la plus efficace pour limiter le réchauffement global. Voilà, je tiens à remercier Léonard, qui nous prend un peu pour les descendants de Léonard de Vinci. Voilà, il y a un petit truc entre l'art et la technologie. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, voilà, on essaye. Merci Jean-René. Si vous avez des questions. Jérôme Bertrand, Vinci Construction en France. Bonjour Kevin. Je suis évidemment mon cerveau gauche un peu artistique aime bien ce que je viens de voir, et mon cerveau droit qui suit la réglementation est au courant de la loi d'accélération sur les énergies renouvelables, qui nous dit que d'ici 2028, les bâtiments hors logement, donc plutôt ceux qui ont des toitures comme ça, devront incorporer soit une toiture végétalisée, soit du photovoltaïque, ce qui veut dire que ça se verra vachement bien les œuvres d'art, à moins que, puisque c'est dans la loi aussi, on renvoie cette obligation-là au parking. Comment vous mettez en avant pour vos clients le fait que cette œuvre d'art va se faire au profit du fait d'avoir une végétalisation ou une solarisation qui se fait au ras-le-sol, et comment en fait vous packagez le fait que vous embêtez vos clients avec le fait que vous enlevez une capacité de souscrire à son obligation réglementaire qui existe toujours, mais qu'il faut qu'il fasse autrement, et c'est peut-être pas si facile que ça. Merci. Grosse question. Alors, en fait, il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de bâtiments, nous en tout cas chez nos clients, où ils voulaient super isolé, et en fait on est en limite de poids de charge, donc en fait le problème est vite résolu, on ne peut pas mettre de photovoltaïque dessus, on ne peut rien mettre, à part 1 kg par mètre carré, c'est ce que nous on pose en 4 couches. Donc ça, on répond plutôt à limite à un vide, c'est-à-dire qu'ils ont des toitures qui ne peuvent pas utiliser en fait, et qui par contre ramènent de l'énergie à l'intérieur du bâtiment. Donc du coup, nous on arrive plutôt en bouée de secours. Sur ceux qui veulent faire du photovoltaïque, en fait, le cool roof, il faut savoir que la plupart des panneaux actuels, maintenant, ça va être du bifacial, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la lumière qui tape d'un côté et qui aussi tape de l'autre côté, donc ça va augmenter la productivité des panneaux photovoltaïques qu'on va pouvoir en fait mesurer sur Mesea, justement sur la ligne TGV, parce qu'en fait,
il va y avoir des panneaux photovoltaïques et dessous on a des capteurs. Eux, ils auront toutes les données. On va pouvoir vraiment affiner, savoir de combien on augmente en fait en comparant les bâtiments entre eux. On peut aussi jouer là-dessus, c'est-à-dire que jouer avec les panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'art autour des panneaux photovoltaïques. Voilà, on est plein d'imagination. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu de cas où vraiment on va réduire. On ne peut pas mettre des toitures végétales partout. Il y a des cas vraiment, c'est pas possible parce que le poids est énorme quoi, par rapport à la structure et donc vraiment c'est en limite. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Merci en tout cas. En tout cas, je vous invite à discuter après pour bénéficier chacun de vos expertises parce que ça sera une discussion intéressante à coup sûr. Merci Jean-Bruno, merci beaucoup. C'est là. Et j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Denoy pour clôturer cette session. Voilà, on va essayer de faire un petit dialogue ensemble, Antoine, en 3 temps. Et le premier temps, je voudrais que ce soit justement autour de toi, parce que chez Léonard, comme tu le sais, on a un programme qui s'appelle l'intrapreneuriat, qui accompagne du coup des collaborateurs du groupe Vinci qui ont une bonne idée, qui sont des innovateurs, et on va les accompagner entre, on va dire, chef de projet à chef d'entreprise. Antoine, c'est quelqu'un d'extraordinaire, ou plutôt je dirais d'ultra-ordinaire, parce qu'il a le profil, voilà, la grande école, voilà, Comex d'AXA à 30 ans, donc CDO du groupe AXA à 30 ans, Chief Digital Officer à l'époque du digital, donc vraiment, voilà. Mais il a décidé d'intraprendre. Il a décidé, au sein d'un grand groupe qui est le groupe AXA, de créer AXA Climate. Donc je voulais que tu nous expliques déjà à titre personnel, qu'est-ce que c'est que ce chemin entre être au Comex d'AXA à 30 ans et créer une boîte au sein de ce grand groupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est hyper simple. En fait, j'étais hyper malheureux. Donc, j'avais en effet 3000 personnes en management, le confort de la grande organisation. Et puis, j'étais plus très aligné, en tout cas assez déconnecté de ce que j'avais envie de faire. Et donc, en fait, AXA Climate m'a un peu sauvé la vie. Et comment c'est venu ? C'était à l'époque, je connaissais rien au climat, c'était en 2018. Par contre, je savais que j'avais un sujet autour de la souffrance dans le monde du travail, parce que j'avais vu un peu les ravages de ces entreprises un peu mécanistes, où les hommes et les femmes ne sont pas forcément épanouis dans ce qu'ils font. Et donc j'avais envie de réinventer une organisation en montrant qu'on pouvait prendre le travail comme une source d'épanouissement. Et c'est de ça dont je suis parti en disant à AXA, je ne sais pas très bien ce que je vais faire, faites-moi confiance, donnez-moi une première somme d'argent et je vais me lancer sur un petit produit d'assurance à l'époque qui s'appelait l'assurance paramétrique, qui était une façon de payer en fait nos clients quand il y avait des gros pépins climatiques avec le satellite. Et ça c'était 2018 et c'est ce qu'on appelait l'assurance paramétrique. Et ensuite ce qui est chouette, c'est qu'on n'a jamais trop regardé l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a depuis 4-5 ans, on est 200 maintenant, donc on a bien grandi. On fait globalement de l'adaptation climatique et environnementale depuis 4 ans. Et en fait, en se donnant cette mission d'adaptation, à l'époque, c'était assez peu connu. En fait, on parlait beaucoup de carbone déjà, heureusement, mais le concept d'adaptation était peu connu du marché. En fait, ça nous a donné beaucoup de latitude pour se mettre au service de ça, l'adaptation, en dépassant notre métier. Et donc, on a maintenant 5 activités chez AXA Climate. On a du logiciel, de la formation. On a même une école de leadership, on en reparlera peut-être sur ce qu'est l'entreprise régénérative. Et donc moi j'ai une grande joie aussi à voir finalement AXA Climate comme un petit organisme vivant qui se déploie. Jamais j'aurais pu imaginer qu'on aurait développé ces activités. On n'a jamais fait de PowerPoint où on s'est dit qu'on allait devenir un acteur de la formation ou quoi que ce soit. En fait, on a juste été attentif à être juste par rapport à qui on était. Voilà. Alors au début, la question d'un entrepreneur, elle est assez simple puisque c'est lui face à lui-même au tout début. Maintenant, on est 200 et donc c'est une aventure collective qui nous amène à dévoiler qui on est et ce qu'on a envie de faire. Et c'est très collectif en fait comme exercice, alors que c'était assez solitaire au démarrage. Alors justement, quand tu dis qui on est, vous êtes quand même une entreprise dans le grand groupe AXA, qui est un assureur, qui est donc un gestionnaire de risque. Comment est-ce qu'on approche la question de l'adaptation quand on est un gestionnaire de risque ? C'était quoi le début de l'aventure en termes de services et de produits du coup ? Alors, donc la cuisine, c'est culture, c'est mon obsession, je peux en parler des heures, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Mais on va dire que la restauration, donc le visage public d'AXA Climate, c'est des offres qui visent globalement à répondre à la question de l'assurabilité. En fait, et ça c'est une question importante pour un assureur évidemment, comment il reste fidèle à sa mission d'assurabilité des biens et des personnes. Et cette mission, elle est mise à mal par tout ce qu'on vit autour du climat. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on s'est juste mis en état d'apprentissage collectif en 4-5 ans.
Globalement, on ne connaissait rien au climat, nous, en 2018. On fait une fresque du climat. On se dit globalement, gros sujet de carbone, un sujet d'habitabilité, un sujet vital pour nous. Et on se dit, mais en fait, qui est au courant? Peu de gens. Donc on commence à faire des quiz de COMEX, de dirigeants sur l'enjeu du carbone. Et puis on se dit, finalement, il faudrait massifier ça pour les collaborateurs. Et donc c'est devenu la Climate School, on est devenu une boîte de prod audiovisuelle. Le second choc qu'on s'est pris dans la tête chez AXA Climate, c'est le choc de la systémie, qui est beaucoup plus violent que le choc du carbone, qui est globalement l'idée que derrière le carbone, il y a 8 autres limites planétaires. C'est à la limite, azote, biodiversité, le sol, vous les connaissez, mais surtout qu'elles sont liées entre elles. Et donc là, on commence à frissonner, je caricature un peu, mais en se disant, en fait, on peut réussir à décarboner et en même temps foutre en l'air la planète parce qu'abîmer les autres cycles naturels dont la plupart sont malheureusement déjà déglingués. Et donc là, on se dit, attention, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est piano-piano, parce qu'en fait, on est en face d'un système complexe qui est le système du vivant. Et si on garde notre paire de lunettes cartésiennes à découper les problèmes, comme on aime bien le faire, notamment les ingénieurs, en fait, on risque de travailler en silo et faire beaucoup de mal à la planète en voulant l'aider. Et donc cette réalisation, elle n'est pas facile. Et donc là, on en arrive à l'idée de dire qu'en fait, l'adaptation, ce n'est pas un sujet de problème-solution. En fait, et je pense que Christian, dont on est très proche aussi chez Climate depuis pas mal d'années, vous l'a dit à midi, c'est plutôt un problème de comment on se met en condition, nous, organisation, de s'adapter de manière systémique dans nos territoires. Et donc c'est cette vision positive de l'adaptation pour laquelle on a envie de se battre. C'est-à-dire que ce n'est pas une adaptation de l'Inmagino où on se dit il y a un risque, il faut construire une digue, du CAPEX et on aura résolu le problème, mais c'est comment on met nos organisations en vie, nos territoires en vie, on les revitalise en créant des coopérations, de manière à ce qu'ensemble, en Île-de-France, dans le Cognac, à Grasse, à Madagascar, ensuite dans des territoires en Amérique latine, on soit plus résilients et donc plus adaptés. Et donc c'est cette petite, enfin c'est pas une petite parce que c'est assez violent comme cours d'apprentissage qu'on a vécu en accéléré. Et puis à la fin, on est arrivé au modèle économique et ça c'est un petit plaisir parce que moi je suis pas un ingénieur, je suis un épicier, j'ai fait une école de commerce. En fait, on comprend en fait qu'on est on a été picousé à un modèle économique et un modèle économique en fait de vente de matière. À on peut sophistiquer l'approche. En tant qu'assurant, on ne vend pas de matière, mais on aide des gens qui en vendent de la matière. Et donc, on a un modèle économique qui est orthogonal par rapport à notre enjeu des limites planétaires, parce que plus on vend un lave-linge, plus on gagne sa vie. Le marché des lave-linges, j'aime bien prendre cet exemple, il est simple, il est saturé en France depuis 1985. Et donc, quand on gagne sa marge à vendre des lave-linges, on fait du marketing plus ou moins heureux, on fait des fonctionnalités plus ou moins utiles, et finalement, on fait en sorte que les lave-linges soient de moins en moins réparables pour vendre plus de lave-linges. Je caricature un peu, mais si vous prenez cet exemple caricatural d'un fabricant de lave-linge, vous l'appliquez à tous les modèles économiques des grandes boîtes qui nous entourent, et vous arrivez à l'idée qu'on a un modèle économique qui est volumique, et que c'est ça aussi qu'il faut arriver à déconstruire, sinon on va se prendre un gros mur à cause des limites. Donc tout ça dans tout, on arrive au régénératif et à cette idée d'une entreprise qui fait un peu différemment. Voilà, faut me suivre parce qu'on a commencé avec l'assurance, et on arrive là, donc c'est pas évident tous les jours, mais on s'accroche. C'est pour ça que je vous parlais d'Antoine comme quelqu'un d'extra ou ultra ordinaire, parce que au sein de cette entreprise qui est AXA, on peut l'attendre au départ sur l'assurabilité, sur la gestion du risque. Il parlait d'assurance paramétrique qui était le point de départ, où justement aider les entreprises à trouver des solutions pour se protéger. Et c'est vrai que le premier réflexe, quand on parle d'adaptation, c'est la question tu parles de digue. On sait ce que c'est une digue quand on s'appelle Vinci Construction, et on en construit, et c'est parfois une bonne solution. Mais effectivement, d'un point de vue, nous, ce qui va nous intéresser à ce moment-là de la discussion, chez Léonard, on a cet ADN et d'ailleurs cette passion d'accompagner les entrepreneurs. Les entrepreneurs, effectivement, c'est plutôt une question de dire comment est-ce que je vais répondre à un besoin de marché ou à une problématique. Là, la problématique, elle est systémique par une ou des solutions, et parfois, elle n'est pas technologique, cette solution, justement. Elle est parfois autour du modèle économique. Et c'est ce qui nous amène à peut-être l'étape la plus intéressante, je trouve, en tout cas de ton cheminement et celui d'AXA Climate avec toi, sur ces modèles économiques de ce que du coup on va appeler le régénératif, qui est vraiment cette prise en compte systémique des problématiques d'une entreprise. Donc j'aimerais que tu nous en parles un tout petit peu, et puis peut-être que tu l'illustres avec certains entrepreneurs que tu as accompagnés, parce que ça rend le sujet hyper tangible. Ouais, hyper concret, pas conceptuel. Je vais essayer. C'est compliqué l'entreprise régénérative parce que, en fait, mon but n'est pas de vous convaincre et de rajouter un concept à un concept, c'est plus de vous témoigner du fait que c'est intéressant d'en faire l'expérience de ce que c'est qu'une façon de faire régénérative. Parce qu'on parle plutôt d'une paire de lunettes régénératives que... Bon, quand j'ai un financier à la machine à café qui me demande de ce que c'est qu'une entreprise régénérative, je lui dis c'est simple, tu prends ton PNL, tu tires le fil et tu as un impact positif sur la vie, le vivant et le non-vivant. Et ça, c'est déjà un premier choc parce qu'on comprend que toutes nos boîtes sont orientées autour de la réduction du négatif.
qui est nécessaire, il faut faire nos devoirs, il faut décarboner, il faut faire le basique, mais qui ne va pas donner envie aux gens de se battre et de s'engager. Et donc l'orientatif, c'est cette ambition de dire comment on peut se mettre tous en état d'avoir une contribution positive. Et quand on a dit ça, après, j'essaie d'exprimer l'entreprise générative comme une entreprise qui est un système vivant, anidé dans d'autres écosystèmes vivants et qui fonctionne comme une forêt ou comme un écosystème naturel. Qui d'autre qu'un écosystème naturel, qui mieux qu'un écosystème naturel peut s'adapter? La vie, elle n'a pas attendu qu'on soit là pour fonctionner et s'adapter. Et donc en fait, ça veut dire que nous, notre point d'inflexion pour essayer d'aider les entrepreneurs, les dirigeants, c'est de progressivement changer leur façon dont ils voient les choses. Donc c'est ce qu'on appelle le paradigme. Et donc c'est petit à petit, pour être concret, donner du sens à des principes qu'on voit dans le vivant, qui sont la sous-optimalité, la singularité, la création continue, et qui sont complètement orthogonaux à notre façon de faire. Je prends un exemple, la sous-optimalité, j'aime bien en parler, mais c'est assez étonnant. Il y a un super bouquin qui s'appelle La troisième voie du vivant d'Olivier Hamon sur le sujet, qui est de dire, en fait, nos boîtes sont fragiles, car elles sont construites comme des machines. Les machines cassent, mais ne s'adaptent pas. Et notre suroptimisation de quelques variables dans nos grosses boîtes nous ont rendus fragiles. Je ne veux pas vous faire le coup du canal de Suez, mais on est fragile. Et le vivant, en fait, il est beaucoup plus robuste. Et la photosynthèse, donc la capacité du végétal à prendre la lumière pour en faire de la matière, le taux de rendement, il est à 1 ou 2%. Je dis souvent, si des ingénieurs en France ou en Europe avaient inventé ce protocole de photosynthèse, ils l'auraient bien boosté, il serait déjà à 40%. Pourquoi la nature ne le fait pas? La nature, elle ne le fait pas pour 2 raisons. Parce qu'elle veut être résiliente, donc il y a des fluctuations de lumière, il y a l'hiver, il y a la nuit, donc en fait elle est résiliente. Et puis surtout, qu'est-ce que nous dit le végétal? Il nous dit, mais vous êtes bien gentils les amis, et moi, toute ma vie, dans mon quotidien, je ne fais pas que de la photosynthèse. Et là, on arrive à la création continue. C'est-à-dire que moi, je participe à l'ensemble de l'écosystème de la forêt en interconnexion, en interdépendance. Pris pour une entreprise, ça veut dire quoi? Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, j'aime bien cet exemple, c'est l'acheteur. C'est dur d'être acheteur, notamment dans le lait, et notamment chez Bell. Souvent, dans une logique un peu transactionnelle, une logique extractiviste, volumique, on se dit on cartonne nos producteurs de lait sur le prix du lait. Et la façon dont on négocie le prix du lait en France, encore, c'est souvent au moins, en fait. Tu veux 100, je veux 90, on tape dans la main à 95. C'est un peu un jeu à somme nulle. Ce qu'a fait Bell, c'est de dire, en fait, on change les règles du jeu. Puisqu'on applique le tu grandis, je grandis et qu'on fait écosystème, on a partie liée, toi producteur de lait, moi Bell. Et en fait, ce qui se joue, c'est notre survie à tous les deux en France pour la filière du lait. Donc on fige le prix du lait sur 4-5 ans. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a accompagné les acheteurs à voir le producteur de lait, non pas comme un ennemi ou un adversaire dans la négociation, mais le job réenchanté pour moi de l'acheteur maintenant de lait, c'est de dire comment j'aide la personne, le producteur que j'ai en face, à mieux faire son travail. Comment je réunis les conditions indirectes de manière à ce qu'il change ses pratiques et que je l'accompagne dans l'évolution de son métier. Donc ça, c'est un exemple hyper simple. Il y en a plein d'autres, on a filmé une 30aine de boîtes. Celui que j'aime bien aussi, c'est ce que fait Decathlon sur l'abonnement. Je reviens un peu au lave-linge, sur les modèles économiques, puisque ça bouge peu sur les modèles économiques. Tu me lançais, mais en fait, la réalité, c'est qu'on est tous au début. Donc il y a plus des pratiques que des boîtes qu'on shiftait. C'est cette idée de passer à l'abonnement pour les objets dont on fait l'acquisition en tant que consommateur chez Decathlon. Et ça, c'est chouette parce que ça aligne les intérêts entre le producteur, le distributeur et la personne qui achète. Le produit doit durer le plus souvent possible. Et cette capacité à aligner le modèle économique sur la création de valeur, elle n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Je vais terminer, je ne veux pas être trop long sur les restos, parce qu'on fait tous du resto. On va tous dans des restos, a priori. Ce qui est intéressant, c'est on a travaillé sur le modèle économique du restaurateur, je vais caricaturer, mais le restaurateur, il gagne sa marge sur le vin. Mais quelle est la valeur du restaurateur? C'est une bonne question, c'est la question qui est posée à Vinci, à AXA. Quelle est ta valeur? En fait, la valeur, elle est souvent dans la cuisine. Et donc là, on a un cas classique, quotidien, d'un modèle économique de la restauration qui n'est pas adapté, aligné par rapport à la valeur créée. Et ça pose un problème, parce que quand on a le Covid et quand les gens commencent à avoir des problèmes de fin de mois, en fait, ils arbitrent le restaurant à cause du vin, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer un restaurateur qui construit sa carte et son prix autour de la mise en valeur de sa cuisine, de sa nourriture, avec des droits de bouchon, et donc une créativité dans le modèle économique qui lui permet d'être plus résilient. Voilà, donc le modèle économique, on n'y est pas encore. Par contre, il faut changer notre état d'esprit pour arriver petit à petit à accompagner les boîtes dessus. Merci beaucoup, Antoine. Est-ce que ça vous inspire quelques questions à ce stade? C'est dur, là, on rame en fin de journée. Il n'y a pas que chez vous, on rame dans toutes les entreprises en fin de journée. On est à 18h30, 19h. Il fait du bon boulot, Kevin, quand même, pour ramener un peu d'énergie. C'est ce que je trouve assez passionnant en réalité dans cette trajectoire-là, c'est qu'effectivement, à la fin, c'est une question d'entrepreneurs, d'entreprises et de groupes collectifs et de parties prenantes. Et comment est-ce que tout ça va réussir à se mettre en mouvement pour aller chercher une réponse à cette grande problématique qui est face à nous?
Et surtout, juste évitons les caricatures. En fait, moi, ça m'a réconcilié avec la grande entreprise, en fait, AXA Climate. C'est-à-dire qu'en fait, évitons les caricatures en disant les grosses boîtes, elles ne bougent pas, la start-up, elle est innovante, elle va disrupter. En fait, la réalité, et moi, ce qui me rend assez serein, c'est qu'on va avoir besoin des Chinois pour les politiques écologiques, on va avoir besoin du technosolutionnisme des Américains, et chaque voix est singulière, et chacun va devoir œuvrer d'une certaine manière là où il est. La grande entreprise, l'association, le fonds, les Chinois, les Américains. Et plus, si vous suivez un principe qui est le principe de diversité, plus il y aura de diversité dans la façon de prendre ce sujet, plus on a des chances d'y arriver. Alors justement, puisque tu as une vision quand même macro, comment tu sens les dynamiques? Parce que du coup, sur la question du financement, il y a eu une espèce de reflux récemment, une espèce de victoire des Trumpistes aux États-Unis et de ces fonds, BlackRock en tête, qui justement étaient assez pushy sur ces questions-là et qui là font un petit peu un pas de recul. Comment est-ce que tu vois ces grandes dynamiques à l'échelle mondiale, et à l'intérieur de ça, comment est-ce que tu vois l'Europe, qui est vue comme un endroit du monde plutôt volontariste? Est-ce que tu arrives à nous donner une grande perspective du point de vue où tu es? Je suis hyper content d'être mis dans une position où j'ai une casquette de géopoliticien que j'ai pas du tout la compétence. Juste 2 mots, c'est quand même intéressant. Regardez le PIB des US et le PIB européen. En fait, c'est juste incroyable le fossé. C'est-à-dire que l'écart de richesse au sens enregistré par le PIB s'est accru comme il s'est jamais accru. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on en est content, est-ce qu'on n'est pas content, mais en tout cas ça fait réagir. Ce que je sais, c'est qu'il y a une singularité européenne, il y a une singularité française, liée à Jancovici, aux fresques. Il y a une touche peut-être intellectuelle en France sur le sujet de l'écologie, qui fait qu'on a quelque chose à donner au monde, à mon avis, sur la réflexion autour du vivant, de l'évolution de nos modèles. En tout cas, je vois une singularité française à tenir. Et donc sur la partie financement, je pense que ce qu'on s'apprête à vivre individuellement et collectivement, c'est d'être au clair avec le temps qu'on veut mettre sur les sujets et l'horizon qu'on veut prendre au temps qu'on met sur les sujets et l'investissement. Je pense que la vraie question qu'on a les uns les autres, c'est la question de là où on met notre temps individuel. C'est-à-dire qu'on est dans une accélération majeure, un effet rebond d'accélération qui fait qu'on ne gagne jamais de temps, on a toujours manque de temps alors qu'on n'a jamais eu autant de solutions. Et les financiers, en fait, ils courent après le temps avec le trimestre, le return, le court terme. Et donc je pense de plus en plus qu'il va falloir qu'on discerne dans notre quotidien et dans notre fonction d'investissement, d'assureur, le capital qu'on met en patience et le capital qu'on veut rapide. Le problème, c'est qu'actuellement, l'accélération qu'on vit dans nos vies, elle touche la sphère financière et donc elle ne permet pas à des boîtes, finalement, d'installer des entreprises pérennes en prenant le temps. Voilà. En fait, je pense que la question du temps est majeure. Je n'apporte pas de réponse, mais je vous pose la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps, individuellement et collectivement? Je pense qu'il y a pas mal de clés autour de cette notion du temps. Il y a effectivement 2 personnes qui nous ont parlé aujourd'hui, c'est Xavier Huillard et Christian Clot, qui nous ont parlé de ça. Et effectivement, le temps, c'est quelque chose qui, quand on s'appelle Vinci, est quelque chose qu'on travaille, puisqu'on travaille des infrastructures de temps long. Là, tu me fais la pub de Vinci ou pas? Tu es en train de regarder? D'accord, trop bien. Non, mais c'est bien. Non, mais faut que je mette... mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça rejoignait la question du modèle économique, parce qu'un des éléments qu'on essaierait de pousser, cette idée de dire que comment est-ce qu'on peut arriver à étaler finalement les capex dans le temps long, dans le temps de ce qu'on va essayer de réaliser, qui n'est pas le technosolutionnisme court terme. Et l'impact indirect, n'oubliez pas que le return, en fait, c'est le temps et l'impact indirect. Moi, j'ai apporté plus de choses à AXA que simplement, je vais être profitable l'année prochaine, mais les petits revenus que je leur donnerai, je serai toujours peanuts pour le bilan d'AXA. Par contre, indirectement, dans la capacité aussi à créer des conditions d'assurabilité pour l'écosystème, cet intangible, il va de plus en plus falloir qu'on le prenne en compte, à la fois les fonds, les grandes entreprises. Et donc, il ne faut pas tout réduire aussi au return financier qui est en train de nous mettre vraiment dans un petit carcan qui risque de nous faire détruire pas mal de choses et de nous faire louper des opportunités. Effectivement, on va peut-être conclure là-dessus, parce que ça nous parle chez Léonard, parce qu'on est un acteur de l'écosystème, justement. On a cet enjeu d'agréger un lieu comme ça, un moment comme celui-là, et le festival est un moment pour faire parler l'écosystème entre lui. Petite question. Il y a un valeureux qui... Non, moi j'aimerais juste savoir dans quel restaurant aller ce soir. Mais non, on parlait beaucoup de modèles économiques et du coup j'aimerais connaître votre point de vue sur les nouveaux modèles économiques autour du monde bâti et notamment autour de l'énergie as a service. Est-ce que vous avez pu réfléchir sur ce point-là? Alors pas du tout. Pas du tout. Non, je connais pas bien ça. Je pense qu'il y a des choses qui se réinventent, mais j'ai pas la compétence pour y répondre. D'ailleurs, j'ai même pas compris le premier mot. Le bâti. Le monde bâti. Ouais, le bâti. Autour de la construction, etc. Non, désolé. Belle humilité, très bien. Ouais. Par contre, Horus Énergie, elle va vous en parler. Hein. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez des réponses.
Merci pour votre partage. Moi, j'avais une question. Vous parlez beaucoup de modèles régénératifs, etc., des modèles qui sont un peu différents du modèle économique capitaliste qu'on connaît actuellement. Mais comment on fait exister ce type de modèle dans un modèle, justement, dans une société capitaliste qui est quand même drivée encore beaucoup par des retours sur investissement et des indicateurs qui sont financiers? Et est-ce qu'un projet tel qu'AXA Climate, du coup, aurait pu exister en dehors de l'écosystème AXA en entrepreneuriat classique et non intrapreneuriat? Alors c'est une super bonne question et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude pour la grande boîte parce que la réponse est plutôt non. Je pense que les fonds m'auraient dit soit focus, j'ai créé 5 business, ce serait absurde. Et je pense qu'un réflexe classique d'un fonds, désolé, je ne parle pas de Win Capital, mais une vision mécaniste en fait, d'un fonds d'investissement, c'est de découper et dire putain, tu as des super business, c'est bien valorisé, on découpe et puis on met à l'échelle. Et en fait, je pense qu'il fallait aussi... on va dire la confiance d'un grand groupe, quelquefois un peu irrationnel, parce qu'au début c'était un peu irrationnel au lancement en 18, pour dire en fait, pour comprendre maintenant qu'au bout de 4-5 ans, en fait, l'essentiel d'AXA Climate, c'est la synergie entre ces activités. Voilà. Mais ça, c'est intangible. En fait, il se trouve que maintenant, on arrive à articuler formation, conseil, assurance, mais on l'a fait sans le prévoir. En fait, ça a émergé naturellement. Et donc cette passion, je pense, elle vient beaucoup du grand groupe, ce que tu disais sur Vinci. Un grand groupe, ça a une taille aussi pour investir avec un capital un peu plus patient. Même si au global, un grand groupe coté doit rendre des comptes de manière trimestrielle, mais il a une telle taille, un peu comme l'État, qui peut créer des poches de respiration et avoir cette patience plus difficile à avoir quand on est une start-up dans un garage ou quand on a un fonds qui doit vivre sa vie d'une certaine manière et lever régulièrement de l'argent. Merci. Et on reste dans un grand groupe, donc j'imagine qu'on te donne des KPI financiers à atteindre aussi, les mêmes que pour n'importe quel manager. Oui. Il y a une adaptation? Non, j'ai des KPI financiers, donc j'ai un EBITDA, un revenu à faire. Après, j'ai des business models qui sont un peu bizarres pour un assureur, parce que je ne fais pas beaucoup d'assurance. Mais oui, en fait, il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai pas mal d'activistes dans la boîte qui m'interrogent sur la décroissance, gagner de l'argent, est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. En fait, faut être profitable. En fait, parce que le profit, l'argent, pour moi, c'est de la confiance qu'on nous donne. Donc oui, il faut être profitable. La question du chapitre 2 est intéressante, que je commence avec l'équipe. Il y a François là, qui fait partie de l'aventure aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait de notre profit et comment on le redistribue différemment probablement qu'une entité classique d'un grand groupe classique. Qui vise globalement à nourrir un dividende. Là, il y a un truc intéressant à jouer. Donc la créativité dans le modèle économique, j'y suis plus confronté là, dans les 4 prochaines années que depuis le départ. Oui, je suis capable de parler d'un PNL, même si ce n'est pas trop mon truc. Mais... bonsoir, donc Camille Kalenek, un jeune entrepreneur à Vinci-Léonard. Et en fait, ton parcours me touche beaucoup parce que ça me fait penser peut-être à tort, mais un peu au parcours d'Emmanuel Faber. J'avais lu son livre, j'avais été très inspiré. C'est pas sympa ça, parce que j'ai mal terminé. Et pour toi, est-ce que le parcours que vous essayez de faire au sein d'AXA est un petit peu le parcours qu'il a essayé de faire au sein de Danone un petit peu, et quels sont peut-être aussi été les écueils à la fin du parcours qui a peut-être un peu empêché à la fin de la vision de se réaliser? Alors c'est une super bonne question, c'est une grosse colle. Par contre, il me donne l'occasion d'y réfléchir. Emmanuel Faber, il est proche de AXA Climate, il a participé à pas mal de choses et on bosse beaucoup avec des anciens de Danone. J'essaie de comprendre ce qui s'était passé. J'ai pas tout compris. Je sais que c'est multifacette, ce qui s'est joué, mais je sais que ça reste une boussole de quelque chose d'important. Là, il a pris des responsabilités aussi sur la partie comptabilité et donc ça fait partie des gens très inspirants qu'on a envie de suivre. Il était probablement une position qui était, je vais te faire un peu de l'intuitif là, qui était peut-être trop exposée. Trop rapidement. Et je vois en fait quand tu es dirigeant d'une grosse boîte comme ça, j'en fréquente maintenant les dirigeants du CAC 40, en fait on sent qu'ils sont là aussi pour gérer d'abord leur écosystème et c'est d'abord les marchés. Et donc ça amène un déséquilibre dans le temps, dans la gestion du temps et dans la gestion autant de son temps et le temps de la boîte qui a probablement l'amené à être menacé un peu plus rapidement. Moi j'ai la chance d'être beaucoup plus protégé, même si je ne me compare pas du tout en mesure, je suis tout petit. Mais en tout cas je pense que la capacité à être protégé de ça, ça aide à la plante à grandir. Il faut le suivre, il faut le lire, c'est un super alpiniste aussi, et puis il reviendra. On va clore là-dessus, évidemment, on peut continuer les discussions à la suite, et donc je vais vous inviter à nous rejoindre autour d'un verre. Et merci à Kevin, tous. on peut quand même applaudir la formidable animation.